Du mouvement social. Du mouvement social. Du mouvement social. Du mouvement social. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Commune en direct de l'Université d'été des mouvements sociaux et solidaires et des solidarités même, à Talence, Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités, ça fait UEMSS, un acronyme qu'on va beaucoup répéter pendant l'heure à venir. C'est un des gros événements militants de ce mois d'août, de cette fin du mois d'août. 2000 personnes sont attendues pour se former, se rencontrer, s'organiser. C'est la 4e UEMSS qui a lieu, donc c'est tous les 2 ans et il y a plus de 100 ateliers au programme, 9 plénières, plein de propositions artistiques également. Et Radio Commune, c'est le nom qu'on a donné à cette émission, une émission éphémère qui a lieu donc à partir de ce soir et jusqu'à mardi, tous les soirs de 19h à 20h, et une émission collective puisqu'elle a été pensée et produite par des membres de plusieurs organisations, Alters Media, les Amis de Politis, le média Mob, Attaque, le CRID et la Clé des Ondes, sur laquelle vous nous écoutez peut-être sur le 90.10 et sur la clédesondes.fr. Et puis une émission qui sera aussi diffusée sur le média Le Moment. Alors notre objectif avec cette émission, c'est de relayer les voix, les témoignages, les réflexions, les débats qui vont avoir lieu pendant ces 4 jours d'université d'été pour les faire sortir des murs de cette université de Bordeaux où nous nous trouvons et dans lequel cet événement a lieu. Ce soir, on va commencer par parler justement des enjeux de cette université d'été des mouvements sociaux et des solidarités avec une partie de ses organisatrices. On sera également avec une militante américaine du mouvement ouvrier américain qui nous parlera des luttes aux États-Unis. Et puis, on aura des échos d'une balade décoloniale et cérémonie commémorative du bicentenaire de la rançon d'indépendance d'Haïti. Ça a eu lieu ce matin en prélude à l'ouverture de l'université d'été. Et on fera enfin un zoom sur le manifeste anti-oppression qui a été rédigé pour cet événement ou comment s'organiser contre les oppressions dans nos milieux militants. Merci Octave déjà à la technique de cette émission, donc dans notre studio éphémère lui aussi installé dans l'université de Bordeaux sur le site de Talence. Et à mes côtés, je salue Didier Racinet. Salut Didier. Bonjour. Bonjour. Toi, tu fais partie du média Alters Media. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, j'accueille à nos côtés, sur notre petite banquette bleue, Annick Coupé d'Attaque. Bonjour Annick. Bonjour. Peut-être redire quel est ton rôle précis à Attaque ? Je suis, j'étais membre du conseil d'administration, mais surtout, je suis dans le comité de pilotage de cette université d'été au titre d'Attaque et un peu dans le secrétariat d'organisation. Et puis à tes côtés, je crois que c'est une invitée surprise, c'est Tiffaine. Je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Tiffaine Ardouin et je travaille pour le réseau associatif pour le développement de la solidarité internationale, qui est la structure locale avec Attaque 33 qui a donné la dimension locale de cette université. Qui est régionale, si je ne me trompe pas, c'est ça, Nouvelle-Aquitaine ? Voilà, nous on est régional et on avait souhaité justement que l'université d'été puisse avoir une couverture vraiment régionale. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher avec Attaque 33 les autres attaques. Et nous on est un réseau régional, donc on a été mobiliser nos membres un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Et on attend peut-être Céline Mérès, présidente du CRID, qui devrait nous rejoindre. Exactement. Donc, nous attendons effectivement Céline qui est encore pris dans la plénière là, qui vient de se terminer. Mais nous allons commencer par vous poser des questions, Annick et Tiffaine, sur peut-être la première. L'UMSS se déroule là, en 2025 dans un moment quand même tout à fait particulier, hein, vous allez nous le rappeler. Mais, et justement, au-delà des objectifs que vous avez au niveau de l'UEMSS, quelles sont précisément les attentes et aussi les souhaits, les objectifs que vous avez pour cette édition-là, spécifique, hein, dans ce moment bien particulier ? Annick Coupé. Je crois qu'en fait, ces universités d'été, elles répondent à un besoin des mouvements sociaux de se rencontrer, de se confronter au bon sens du terme, puisque selon qu'on ait un syndicat, une ONG, une association locale, un mouvement de solidarité internationale,
on ne travaille pas exactement forcément sur les mêmes sujets. Mais par contre, il nous a semblé très important, et c'est l'objet même des universités d'été qu'on organise maintenant pour la 4e édition, eh bien, d'avoir des temps de réflexion communes à ces mouvements. Ça nous semble important. Et c'est d'autant plus important, je dirais, en 2025, dans le contexte politique au sens large du terme qu'on connaît, que ce soit au niveau national, européen ou international. Il est évident que les crises qui s'accélèrent, que ce soit, les guerres, la Palestine, la question de l'Ukraine et bien d'autres encore, mais aussi la crise climatique, mais aussi la crise sociale dans notre pays et plus largement, et la politique du gouvernement en France, c'est des questions qui taraudent et qui traverse tous les mouvements. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il est très important, peut-être plus encore en 2005 qu'en 2023 ou lors des 2025. éditions précédentes. 2023, pardon. Lors des éditions précédentes, eh bien, qu'on trouve les moyens de travailler à des convergences. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tous les cas, qu'on sorte de cette université d'été plus fort ensemble dans la diversité de nos mouvements pour affronter tous ces défis. Tiffaine Ardouin, ces enjeux pour le RADSI et aussi peut-être à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine ? Alors nous, on a un double enjeu. On a effectivement les enjeux à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine qui est, j'allais dire exactement le même. C'est-à-dire que nous, on est un réseau d'ONG. On a des problématiques sur lesquelles on travaille qui sont spécifiques à notre réseau. Et ce que l'on trouve hyper intéressant, et c'est pour ça qu'on a vraiment été ravis d'avoir cette proposition que l'Université d'été vienne à Bordeaux, c'est que c'est l'occasion pour nous de travailler avec des mouvements qui sont justement dans les luttes sociales locales, qui sont et avec lesquels finalement qu'on a peu dans notre réseau. Et donc c'est une des opportunités majeures, c'est ça, c'est de croiser nos réseaux, de croiser nos luttes. Mais pour nous, le deuxième enjeu, il est très important parce que nous, on est en solidarité internationale et on se rend compte que les problématiques que l'on a au niveau de notre pays ne sont pas les seules et qu'on a, nous, beaucoup de pays avec lesquels on est amené à travailler, des enjeux géopolitiques majeurs, des changements de gouvernement, des changements des sociétés civiles du monde entier qui se mobilisent. Et ce qui était très important pour nous, c'est d'arriver à faire qu'au niveau local, on puisse aussi être un espace une amplification finalement de ce qui se passe à l'international. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est on se rend compte aussi qu'on a besoin de croiser nos luttes. On a besoin aussi de faire en sorte que les problématiques internationales qui ont des répercussions sur le territoire français puissent aussi se traduire par des actions concrètes. Et donc là, le RADSI, par exemple, travaille maintenant depuis plusieurs années sur ce qu'on appelle la décolonialité, qui est peut-être pas trop connu et peut-être un terme qui n'est pas très utilisé, mais pour nous qui est essentiel. C'est comment est-ce qu'on fait pour que cet héritage colonial il puisse continuer à être détruit et partout dans nos actions. Et nous, on est dans l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, dans l'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. Et c'est très important que dans les mouvements éducatifs, on ait aussi cette lutte contre tous ces éléments de décolonialité. Mais effectivement, ces deux objectifs de convergence que tu disais, Annick, et puis de relation effectivement avec le mouvement international, ces deux souhaits, ces deux objectifs, comment envisagez-vous, de façon un petit peu précise, de nous aider à les réaliser ? Chacune des associations qui sont ici cherche effectivement à dépasser, à s'unir le plus largement possible, à construire un mouvement qui puisse non seulement freiner, mais même renverser les politiques actuelles. Comment pouvez-vous nous aider dans ce cadre-là à réaliser cette unité, ces moyens un petit peu de succès ? Je crois qu'il n'y a pas de baguette magique, sinon on le saurait tous et toutes depuis longtemps. Simplement, ce type de rencontres et de moments forts, d'une part, c'est connaître aussi des luttes, connaître des mouvements, connaître des résistances qui ne font pas la une des grands journaux. Et aussi connaître la réalité des résistances et des luttes et des alternatives qui existent au plan local comme au niveau national, mais aussi dans d'autres pays, parce que ça, souvent, on ne le connaît pas. Et ça, je pense que cette connaissance-là, elle nous renforce. Et puis aussi, c'est réfléchir ensemble aux défis qui nous sont posés et comment on peut les affronter ensemble de façon à la fois
intelligente au sens d'intelligence collective, mais aussi de trouver des solutions qui répondent aux défis et à la question, à l'enjeu des droits fondamentaux pour toutes et tous, parce que cette question-là, je pense qu'elle nous est commune, la question des droits fondamentaux. Et puis aussi, je pense que par exemple, d'avoir dans cette plénière d'ouverture qui vient de se terminer, d'avoir un regard sur l'Ukraine, d'avoir un regard sur la Palestine, d'avoir un regard sur la Kanaki, d'avoir un regard sur les États-Unis, d'avoir un regard sur les luttes locales. Eh bien ça, je pense que c'est quelque chose qui à la fois nous fait réfléchir, nous montre que la situation, elle n'est pas si noire qu'on pourrait le croire certains jours, parce que certains jours, effectivement, quand on écoute l'actualité, il y a de quoi être assez déprimé, hein, il faut le dire, mais justement de voir que tout n'est pas si noir que ça, et puis finalement aussi, je crois que de voir aussi que dans ces résistances, il y a des alternatives. Enfin, ça pour nous, c'est très important aussi de montrer qu'on a des solutions. Les mouvements sociaux, les mouvements citoyens ont des solutions par rapport à toutes ces crises. Tiffaine Ardouin. Et nous, on met en œuvre une des solutions qui est celle de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, ou de l'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. C'est-à-dire, c'est de s'appuyer sur l'éducation. Ça veut dire quoi Alors, ça veut dire que finalement, quand on est un citoyen français, on est aussi un citoyen du monde. Et que la façon dont on agit en France, elle a des répercussions sur partout dans le monde. Et que finalement, je suis aussi proche de mon voisin qui habite à côté de moi que de l'humain qui habite à l'autre bout de la planète. Et c'est cette prise en compte, cette considération-là qui est essentielle. Et ça, c'est dans les démarches pédagogiques qu'on peut être amené à mener, c'est dans l'éducation populaire. Donc c'est dans la façon de faire en sorte que chacun d'entre nous, on ait conscience déjà de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, qu'on ait, mais conscience pas de façon théorique, mais de façon très très concrète. Et c'est pour ça que l'université d'été est intéressante, parce qu'on y croise des personnes qui ont des horizons différents de lutte, mais aussi des horizons géographiques différents, et ça nous permet d'échanger. Et c'est vrai que cette éducation à la citoyenneté, pour nous, elle est centrale, parce que c'est considéré que finalement, tout au long de la vie, et en particulier quand on est jeune, cette appréhension de l'autre, cette connaissance de l'autre, cette connaissance aussi des interdépendances. Comment est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on est un consommateur, on a des responsabilités. Quand on est un citoyen, quand on vote, on a des responsabilités. Et donc, c'est ce que nous, on porte au niveau du réseau, c'est qu'on a fait le choix de travailler sur cette dimension essentielle pour nous, qui est la dimension de l'éducation, de manière à ce qu'on puisse être au plus proche de nos luttes, mais de façon assez... Essayez donc de comprendre, en fait, que les luttes qui sont menées à l'international et nos luttes à nous sont tout à fait nécessaires l'une l'autre pour réussir. On ne renversera pas le capitalisme dans les seuls pays riches où nous sommes. C'est aussi dans les pays du Sud que se trouveront aussi cette lutte, ces ressources pour démolir justement ce qui cause ces problèmes. Le futur m'étonne. Aujourd'hui, on a déjà des luttes très très importantes partout dans le monde, justement. Il y a un certain nombre de pays sur lesquels il y a des sociétés civiles du monde entier qui aujourd'hui veulent que ça change. Et ce qui est intéressant effectivement avec aussi la question de l'éducation à la citoyenneté pour nous, c'est aussi de permettre de donner une information un petit peu différente de celle qu'on entend généralement dans les médias mainstream, qui est une information assez partielle, même partiale complètement, et qui fait que toutes les luttes sociales, on les entend pas dans les pays dans les pays avec lesquels on peut être amené à travailler. Et l'université d'été a un rôle majeur pour ça. C'est ce que disait Annick tout à l'heure. Aujourd'hui, on les entend ici, on les a vus sur la plénière, comment elles expriment ces résistances qui se font. Et c'est pour ça que c'est si important cette université d'été, pour montrer que finalement, on est partout dans le monde des sociétés civiles qui bougeons et qui avons envie de s'agréger pour faire bouger les choses. Annick, tu veux rebondir ? Non, mais je partage complètement. Et je pense que l'idée aussi, c'est quand je disais au début, l'université d'été, ça doit aussi nous donner de la force pour le futur. Et quand je dis le futur, c'est les semaines et les mois qui viennent, parce qu'on va en avoir besoin, vu le contexte dans lequel on agit. Mais c'est aussi déconstruire les choses collectivement. C'est-à-dire, par exemple, Bayrou nous présente un projet de budget 2025. Il y a les mesures scandaleuses qu'on voit immédiatement,
migrants, les 2 jours, par exemple, les 2 jours de supprimés. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important de montrer que ce budget, il a un projet politique qui est celui de servir une minorité dans ce pays. Bon, voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et donc, je pense qu'aussi, on repart plus fort quand on a déconstruit ensemble un certain nombre d'idées qu'on voudrait nous inculquer dans la tête. Sur la question des migrants, par exemple, qui est une question évidemment tout à fait importante aujourd'hui, eh bien, montrer que c'est pas les migrants qui sont le problème. C'est une crise de la migration parce qu'il y a des politiques extrêmement dures envers les migrants et de plus en plus dures. Bon, c'est un deuxième sujet, mais il y en aurait plein d'autres. Alors, moi, je voulais vous poser aussi un petit peu la question de la façon dont le programme que l'on va suivre sur ces 4 jours a été construit. Qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver de façon concrète? Justement, comment vous avez pensé ce programme aussi pour répondre à ces attentes-là? Alors, 2 questions, en fait. Oui. Le processus et puis aussi un petit peu les grands thèmes, les grands sujets que vous avez imaginés. Annick Coupé. Alors, je pense que c'est un processus qui est à la fois long et complexe, qui dure plusieurs mois, mais je crois que c'est ce qui fait aussi sa force. C'est-à-dire que l'université d'été, en fait, c'est un espace qu'on offre aux mouvements sociaux, et c'est aux mouvements sociaux, dans leur diversité, de proposer des activités. C'est l'aspect autogéré de cette université d'été. Donc il y a eu des centaines de propositions, il y a quelques mois, qui ont été déposées par les uns et les autres, enfin par des organisations, des réseaux, des mouvements, des réseaux locaux, des mouvements nationaux, etc. Et à partir de là, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle d'un mot horrible qui s'appelle l'agglutination, c'est-à-dire qu'on a proposé de mettre ensemble des gens qui réfléchissaient sur des mêmes questions, même s'ils venaient de réseaux différents, s'ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc c'est un processus un peu long, mais c'est ça qui construit le programme. C'est-à-dire que c'est un programme, la valeur de ce programme, c'est qu'il est produit par les mouvements sociaux eux-mêmes. Il n'est pas imposé par un bureau politique ou une direction nationale ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a 9 plénières qui sont de la responsabilité du comité de pilotage national dans lequel les organisations locales sont représentées. Ça, c'est la responsabilité collective. On a choisi ensemble les thèmes, les intervenants, intervenantes, etc. Ça va structurer un peu les 4 jours de l'université d'été. Mais le reste, les 120 ou 130 activités, c'est de la responsabilité des mouvements qui les ont construits. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez original et qui fonctionne bien, je crois, et qui, en général, on fera le bilan à la sortie, mais finalement, en général, les gens sont assez satisfaits de ça. Et moi, je voulais juste amener la dimension locale. C'est vrai que quand on a décidé d'accepter la proposition qui nous avait été faite par le CRID et Attac d'organiser cette université d'été au niveau régional, pour nous, l'enjeu, c'était vraiment de faire en sorte que les acteurs, les mouvements sociaux, les associations, les syndicats, enfin tous les mouvements qui se trouvent sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine puissent se retrouver, apprendre à se connaître, parce qu'il y en a certains qui se connaissaient déjà, mais il y en a beaucoup qui ne se connaissaient pas. Et en particulier, c'est ce que je disais en début d'émission, la rencontre entre tout le réseau Attac et tout le réseau du RADZI. Et ça a été très intéressant. Et donc, nous, on avait décidé de le faire très, très en amont. On avait organisé ce qu'on appelle un forum ouvert, c'est-à-dire une journée où on a invité tous ceux qui étaient intéressés par l'université d'été à travailler une journée pour se connaître et puis pour commencer à déblayer un petit peu les sujets sur lesquels on avait envie de travailler ensemble. Parce qu'une université d'été, c'est tout un temps de préparation. Mais ça doit pour nous, c'était très très important de faire en sorte que ça permette de fonder des choses pour après. C'est-à-dire que de façon à ce qu'on continue à travailler ensemble après, qu'on se connaisse mieux, qu'on ait moins d'appréhension, qu'on continue à travailler après. Et ça, c'est nécessaire si on continue très en amont, si on commence très en amont, parce que plus on se rapproche de l'université d'été, plus on a la pression. Et pour nous, c'était important de créer des liens qui étaient des liens de long terme. C'est ce processus-là de construction, en fait, qui fait aussi que les associations, les mouvements se connaissent, commencent à travailler un petit peu ensemble, réfléchissent, proposent des idées. C'est un peu ça ? Oui, je crois que ça crée aussi de la confiance.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on apprend à travailler ensemble, quand on apprend à préparer un atelier ensemble ou une plénière, ça crée de la confiance parce qu'il faut trouver les voies de passage qui correspondent à tout le monde. Et on voit que c'est possible, et relativement facilement, même si c'est un processus un peu long. Mais moi, je trouve que ça fait de la confiance et ça veut dire qu'ensuite, les mouvements se connaissent mieux. Et ensuite, si demain, eh bien, il faut organiser une mobilisation sur un territoire parce qu'il y a un enjeu particulier, ça sera plus facile. S'il faut organiser au niveau national, je sais pas, dans l'actualité, on parle beaucoup du 10 septembre. Évidemment, il n'y a pas de position de l'Université d'été des mouvements sociaux sur le 10 septembre. On voit bien que c'est un sujet qui se discute partout. Je pense que dans cette université, il va en être question. Donc ça va permettre aussi de comprendre les analyses que font les uns et les autres. Voilà, ça, je trouve que c'est un bon exemple de quelque chose qui nous tombe dessus parce que c'était pas prévu il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Et en fait, on sait que ça va se discuter pendant cette université. Ça veut pas dire qu'il y aura un point de vue commun à la sortie, bien sûr que non, mais ça veut dire qu'on va être capable de mieux comprendre les positions des uns et des autres dans cette période-là. Peut-être un mot quand même sur le périmètre de... Ça a l'air d'être une évidence pour nous, mais quand on dit mouvements sociaux, c'est quoi un mouvement social qui est là, qui participe à cette UMSS, qui n'y est pas? Par exemple, il y a le choix, en tout cas, voilà, c'est comme ça que les partis politiques ne sont pas présents. C'est des syndicats, des collectifs, des ONG, des associations. Comment ça se fait, ce périmètre-là? Est-ce que c'est par interconnaissance de ce dont vous êtes proche, des gens qui ont initié cet événement, Attaque, le CRID, etc. Comment ça se fait? Alors d'abord, je pense qu'effectivement, quand on dit université des mouvements sociaux, bon, derrière le terme mouvement social, on pourrait avoir des longues discussions, mais on a fait le choix depuis le début que les organisations politiques en tant que telles ne soient pas partie prenante de l'organisation. C'est un choix qui peut se discuter. Ça renvoie non pas au fait qu'on méprise ou qu'on considère que les organisations politiques n'ont pas de rôle, bien sûr que non, mais par contre, on considère que c'est important que les mouvements sociaux, en dehors des partis politiques, aient un lieu de réflexion de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un choix politique qu'on a fait pour le coup et qui nous semble... Ce qui n'empêche pas que des personnes viennent participer, voire double casquette. Évidemment, dans les participants et participantes... Vous êtes par ailleurs élu en politique. Voilà. Et voilà. Mais dans les participants et participantes, il y a évidemment des militants politiques de différentes organisations et on ne leur demande pas à quelle organisation ils appartiennent. Et c'est possible que dans un atelier, par exemple, il y ait quelqu'un qui intervienne et qui soit élu d'une communauté, d'une collectivité, c'est pas un problème. Simplement, l'organisation, c'est de la responsabilité des mouvements sociaux au sens ONG, syndicats, associations, etc. Bon. Et comment ça se fait? En fait, il y a des réseaux qui se connaissent, le CRID, Attaque, le RADZI maintenant, etc. Il y a des organisations qu'on connaît depuis longtemps ou qui ont été présentes aux universités précédentes. Mais moi, dans cette université, par exemple, je peux vous dire qu'il y a plein d'associations que je ne connais pas. Alors, en partie parce que c'est des associations qui sont sur le territoire régional et je ne suis pas de cette belle région de Nouvelle-Aquitaine, mais même au niveau national. Donc, je pense qu'à chaque fois, il y a de nouvelles organisations qui arrivent. Alors, à chaque fois, on fait l'effort de faire circuler largement l'appel à préparer l'université, à s'ouvrir, à être inclusif et tout. Mais il n'y a pas non plus de baguette magique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « venez préparer l'université ». S'il n'y a pas des liens qui se sont construits en dehors de l'université, dans des pratiques militantes, dans des actions, dans des solidarités, eh bien, ces mouvements ne viendront pas spontanément. Donc voilà, c'est un peu comme ça, en tous les cas, qu'on travaille. Et ce que je peux dire, c'est que depuis Grenoble, donc la première édition en 2018, on a élargi de façon importante. On ne prétend pas que tous les mouvements sociaux sont là. Il faudrait d'ailleurs une université beaucoup plus grande. Mais je pense que depuis 2018, on a élargi les mouvements présents dans cette dynamique. Et ça, vous le sentez déjà au niveau un petit peu local, le fait de cette préparation, que ça a créé une petite dynamique? Enfin, comment ça se vit au niveau local Alors, nous, on est local régional. Oui, d'accord. Voilà, donc effectivement. Mais par contre, oui, effectivement, on le vit tous les jours. Dans la mesure où on est impliqué depuis le début sur la préparation de cette université d'été. Justement, la question de... qui peut proposer des ateliers, qui peut proposer des modules, quelles sont les activités artistiques que l'on veut proposer, comment on mélange éducation populaire, culture, art. Donc tout ça, c'est finalement des personnes que l'on rencontre, c'est des associations qu'on rencontre, c'est des syndicats qu'on rencontre et avec qui on travaille.
Et donc, depuis maintenant presque un an, le RADSI est amené à rencontrer des structures et à travailler avec des structures avec lesquelles on ne travaillait pas autrefois et on n'était pas en lien. Donc oui, on a déjà, et c'était pour nous, c'était un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'on voulait absolument que cette université d'été, on la commence suffisamment en amont pour pouvoir justement créer les liens de confiance qui allaient nous permettre ensuite de faire en sorte que cet événement ne soit pas un one-shot, ce soit le début de quelque chose et pas la fin de quelque chose. Et alors, nous, on est ici dans un collectif de médias, un collectif de médias et de mouvements sociaux. Je crois que c'est important de le souligner. Les mouvements sociaux sont invités justement à travailler avec les médias pour animer aussi, faire connaître à l'extérieur un peu cette université. Comment vous situez-vous exactement ? Et d'ailleurs, on vous remercie de votre accord et de votre intérêt pour cette réalisation d'une radio commune. Comment situez-vous exactement vos rapports avec les médias, des rapports de l'université avec les médias indépendants, j'entends, hein, c'est évidemment pas tout à fait partout, tous les médias qui sont concernés. Annick Copé. Je pense que depuis le début, parce qu'on connaît les médias indépendants, on en connaît un certain nombre, et on a toujours essayé de faire quelque chose dans le même sens que l'initiative de cette année. Ça a été plus ou moins réussi pour à chaque fois des questions soit de disponibilité, soit on n'avait pas pris suffisamment le temps de préparer avant, etc. Je pense par exemple à la dernière université Bobigny, de ce point de vue-là, ça n'avait pas été tellement réussi. Nantes, on avait bien réussi. Bon, bref. Donc à chaque fois, c'est une question de construire une dynamique, d'aller chercher les médias indépendants. Et là, je pense que ce qui a été intéressant, c'est que dans le comité de pilotage, il y a eu des médias qui ont été présents dès le début. Et donc qui ont pu favoriser cette dynamique-là. Et ce que j'espère, moi, c'est que cette dynamique qu'on réussit là à Bordeaux, du point de vue des médias indépendants, on va la continuer pour l'avenir, quoi. Et peut-être du point de vue de Tiffaine, à ce niveau-là, c'est par rapport aux médias, par exemple, locaux, enfin, ou régionaux. Nous, on a effectivement, alors nous, dans la mesure où on est régional, notre attachement, il est vraiment un attachement aux médias indépendants. Ensuite, c'est chacun des membres de notre réseau qui travaille avec les médias locaux. Mais c'est vrai que pour nous, la question des médias indépendants, elle est centrale sur les questions que l'on traverse, les questions de solidarité internationale, les questions d'éducation à la citoyenneté mondiale. Aujourd'hui, les médias indépendants sont ceux qui portent la même chose que nous, dans la façon de vouloir déconstruire aussi un certain nombre d'idées reçues. Mais par contre, c'est la différence avec Attac aujourd'hui, c'est que c'est pas avec Attac, c'est la différence avec le national, c'est que nous, dans la mesure où on est régional, finalement, on n'a pas de lien direct, nous, RADSI, avec une radio en particulier. Mais par contre, tous nos membres sont très, très attachés et on travaille beaucoup sur la question du numérique libre, sur la question des radios libres. Ça, c'est par contre quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Et dans l'éducation à la citoyenneté que l'on fait, cette question de la place du média indépendant, elle est centrale. Juste une seconde pour vous indiquer que nous aussi, on est ravis d'une part d'animer un petit peu cette radio commune, mais d'autre part qu'on pense pouvoir essayer de prolonger cette expérience, si vous voulez. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire de construire dans la durée et sur l'année, et avec d'autres médias, de multiples médias et des mouvements sociaux aussi, un espace médiatique, si vous voulez, sur radio, télé ou autre. Et donc, peut-être à bientôt. Peut-être juste un mot pour en 2 secondes conclure cette introduction. Annick, Tiffaine, est-ce que vous, il y a une thématique, un sujet, un atelier, des intervenants de ces 4 jours-là que vous attendez particulièrement, qui suscite particulièrement votre curiosité, votre intérêt ? Annick ? Non, c'est compliqué parce que en fait, je dirais que moi, personnellement, tous les thèmes m'intéressent. Bon, et évidemment, comme en plus je m'occupe un peu de l'organisation, c'est sûr que j'ai pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Par exemple, c'est la question l'aspect culturel de cette université qu'on a, je trouve, particulièrement bien travaillé cette année. En tous les cas, pour moi, plus que les autres universités. Et puis le côté aussi de prendre soin les uns, les unes et les autres du manifeste anti-oppression. C'est-à-dire que c'est l'idée que bien sûr, cette université, elle n'est pas en dehors du monde, elle n'est pas en dehors des tensions, elle n'est pas en dehors des dominations, mais par contre, on a une responsabilité collective à faire
en sorte que cette université, chacune avec ce qu'il est, avec ce qu'elle est, puisse se sentir bien dans cette université. Moi, je veux dire, à la limite, c'est ça, et évidemment, après, l'ensemble des thématiques, mais... Tiffaine, en un mot ? Moi, je suis exactement pareil. C'est vrai que j'ai plein de thématiques qui m'intéressent. Et donc, j'en ai pas une en particulier. Et ben justement, on va poursuivre en parlant de cette question-là du manifeste anti-oppression. Merci beaucoup Annick Coupé d'Attaque et Tiffaine Ardouin pour le Radzi. On enchaîne donc tout de suite sur Radio Commune, sur la clé des ondes, sur le moment également, avec un sujet qu'a fait Camille de la clé des ondes en allant s'intéresser justement à ce manifeste anti-oppression qui a été rédigé et qui a commencé à être mis en pratique pour cette UEMSS. Oui, bonjour, je m'appelle Noura, donc je suis la coordinatrice du CRID. Le CRID, c'est un réseau d'associations de solidarité internationale et on organise tous les 2 ans avec Attaque et avec une 50aine d'associations de solidarité les universités d'été des mouvements sociaux et des solidarités. Et donc là, on est sur l'édition 2025 à Bordeaux, sur le campus de l'université de Bordeaux. Alors pendant l'événement, moi je participe à plusieurs espaces de travail et de décision. Je suis membre du secrétariat de l'université d'été, qui est un peu l'instance qui met en œuvre les orientations qui sont prises par le comité de pilotage. Et je suis aussi membre du groupe de travail anti-oppression, qui est chargé de mettre en œuvre un cadre qui permet à l'université d'été de porter des valeurs d'inclusivité et de respect de toutes les diversités pour que l'ensemble des participants et des participantes soient à l'aise, se sentent respectés, entendus et que ce soit un vrai espace de construction. Oui, j'ai vu qu'il y avait un manifeste qui avait été écrit. Comment il a été écrit ? Dans quelles conditions ? Est-ce que les autres années, il y avait aussi eu un manifeste ? Mais oui, absolument. En fait, ça fait plusieurs éditions qu'on s'est rendu compte qu'en fait, même si on sait qu'on partage tous les mêmes valeurs de solidarité, notamment internationale, d'égalité, de justice sociale et de justice environnementale, en fait, malgré toute la bonne volonté de chacune, les mécanismes d'oppression qui traversent la société traversent aussi nos espaces d'engagement. Et donc même si on n'a aucune mauvaise intention, en fait on reproduit des biais racistes, classistes, et en fait ça affecte les conditions des relations entre les participantes et ça affecte les conditions de construction d'un mouvement social fort, sans parler aussi des violences intentionnelles qui peuvent avoir lieu, notamment relatives aux violences sexistes et sexuelles. Et donc il nous a semblé vraiment important de se mettre d'accord autour de quelles sont les valeurs qu'on porte en tant qu'organisation et comment est-ce qu'on est prête à faire vivre ces valeurs et à construire un cadre qui les garantisse. Donc le manifeste, en fait, il reprend quelles sont les valeurs qu'on porte et donc du coup quels sont les mécanismes d'oppression et de domination qu'on refuse dans nos espaces. Donc ça va être notamment le racisme, le classisme, la grossophobie, la transphobie, tout ce qui est lié au sexisme et aux discriminations liées aux orientations et expressions de genre. Et ensuite dans le manifeste, en fait, on décline, on explique du coup quels sont les types de comportements qui n'ont pas leur place dans l'université d'été et on énonce quelques exemples de mesures qui peuvent être prises, sachant qu'on ne se substitue pas à la justice. L'idée, c'est juste quel cadre on propose pour que les participantes et les participants se sentent en sécurité et respectés dans l'espace. Oui, en lisant le manifeste anti-oppression, donc comme tu l'as dit, le classisme, etc. J'ai vu aussi que l'hétérosexisme et la transphobie étaient séparés. Pourquoi ce choix ? Mais en fait, on a pas mal réfléchi à quels sont les termes qui sont les plus accessibles et les plus compréhensibles pour tout le monde et quelles sont les choses qu'on a aussi envie de mettre en avant. Donc on pourrait se dire que dans l'hétérosexisme, la transphobie pourrait être incluse. Pour autant, la transphobie traverse tellement fortement les espaces qu'il nous a semblé hyper important de le mentionner en tant que tel. Et hétérosexisme pour mentionner à la fois les enjeux de sexisme et de violence contre les personnes identifiées comme femmes, mais aussi contre toutes les personnes LGBTQIA+, de manière plus large. On a eu beaucoup de débats sur les termes et sur les définitions qu'on a proposées et voilà, l'arbitrage s'est arrêté sur ce choix. Le manifeste, c'est vraiment le cadre général et ensuite le cadre, il est mis en œuvre et en fait les conditions du respect de ce cadre sont mises en œuvre par un groupe de travail qu'on a appelé le groupe anti-oppression, qui est constitué donc de salariés d'associations engagés dans ce processus et dans cette démarche et aussi de bénévoles qui se sont formés pour pouvoir recueillir la parole. Et puis on a tout un process de prise de décision qui implique l'ensemble du COPIL pour pouvoir justement mettre à l'abri les personnes en cas de besoin et sécuriser l'espace. En gros, l'idée c'est que
il y ait des bénévoles qui aient des permanences, et donc ils vont circuler dans l'espace, ils vont être vraiment à disposition, à l'écoute. L'idée c'est que n'importe qui puisse venir voir les bénévoles, que ce soit pour poser des questions, comprendre quel est ce cadre, à quoi il sert, mais aussi rapporter peut-être des choses auxquelles on a assisté qui nous ont pas mis à l'aise, ou carrément qui nous ont choqués, où on s'est dit en fait j'ai assisté à telle scène, ça me semblait vraiment pas approprié et on n'a pas envie de voir ce type de choses qui se passent dans l'espace. On a aussi un espace qui est dédié pour que les personnes puissent venir à la rencontre des bénévoles, mais puissent aussi avoir un espace un peu sécurisé, cocon, pour se reposer, se ressourcer. Et il y a une ligne téléphonique, et donc il y a un planning qui est assuré par les bénévoles, donc on est tout le temps à disposition jusqu'à 22h. Et il est aussi possible effectivement de joindre le groupe anti-oppression par mail. Et l'ensemble, que ce soit téléphone ou mail, sera aussi ouvert après l'université d'été jusqu'au 9 septembre. Et ensuite, ce sera encore possible de nous joindre par mail, mais ce sera des signalements qui seront traités plutôt par les cellules de veille qui sont déjà en place de façon pérenne au sein des organisations que sont ATTAC et le CRID. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un mot de la fin ? Non, en tout cas très contente de voir que plus les éditions des universités d'été avancent et plus ce sujet, l'anti-oppression, est pris à bras-le-corps par les organisations. C'est pas facile pour tout le monde et en même temps on est très nombreuses et nombreux à penser que c'est nécessaire. Donc voilà, on espère que ça va engager plein de discussions et que ça va permettre à toutes les organisations d'avancer sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on entendait le dernier cri, une chanson de Nana Sapric, qui seront sur scène ce soir à l'université d'été des mouvements sociaux, donc université de Bordeaux, campus de Talence, arrêt de tram Béthanie pour celles et ceux qui voudraient venir. Il y a des concerts qui ont commencé, je crois, là tout à l'heure à 19h et qui se poursuivent jusque vers 23h, quelque chose comme ça. On est sur Radio Commune, donc en direct de cette UEMSS. J'accueille deux nouvelles invitées. D'abord Marsha Niemeyer. Bonjour, bonsoir Marsha. Bonsoir. Tu fais partie du réseau Labor Notes, donc réseau américain de l'aile gauche du mouvement ouvrier américain. Tu nous parleras un petit peu de comment ça se passe par chez vous, notamment en ces temps. Et puis Céline Mérez. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et toi, tu es présidente du CRID. J'ai envie de commencer avec toi. Alors, tu étais juste avant dans la plénière d'ouverture et tu as notamment beaucoup insisté sur la question de la confiance et des liens en fait humains qu'on tisse à l'occasion de ce genre d'événements. Tu as parlé aussi de tendresse et de joie militante, ce qui est
pas forcément ce qu'on attend en premier lieu dans une université d'été où on s'attend à quelque chose de très intellectuel, apprendre des choses, la connaissance, le savoir, etc. Tu peux nous parler un petit peu de l'importance que ça a pour toi, ces aspects-là plus humains, et de ce qu'on tisse entre nous, Céline ? Effectivement, pendant la plénière d'ouverture, j'ai évoqué, parce que j'aurais pu y passer beaucoup plus de temps, mais en tout cas, j'ai évoqué cet aspect des choses, de la confiance politique, de l'intimité, des émotions, etc. Et en fait, je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis née dans une grande ville, et la question écologique, elle ne m'a pas beaucoup traversée en vrai, parce que je n'ai pas été ni formée, ni dans un espace où j'étais très en contact avec la nature. Et j'ai une amie qui vit à Rennes, dans une grande maison. Et elle me dit, une amie très chère. Et un jour, elle me dit, tu sais, Céline, les jours où les hirondelles ne viendront plus nicher dans la maison, ce sera la plus grande détresse de ma vie. Et c'est à ce moment-là que ça a fait quelque chose dans mon corps, en fait, cette question de prendre soin du vivant. Pas parce que je regarde les hirondelles, parce que j'en vois pas des hirondelles, mais parce qu'elle, je l'aime profondément et j'ai envie qu'elle continue à avoir des hirondelles, en fait. Et c'est en ça que je dis que la question des émotions, la question du corps, la question de... C'est pas anecdotique, en fait. C'est pas quelque chose à côté. C'est quelque chose d'éminemment politique. On prend des risques, vraiment, si on a peur de perdre les choses, si on a peur de perdre les gens. Sinon, ça reste quelque chose d'assez idéologique, etc. Bon, bref. Donc voilà, donc pour moi, mais pas que pour moi, il y a dans mon organisation et puis un peu partout, il y a quand même de plus en plus cette attention de relier ce qui fait politique aussi à nos émotions, notre corps, etc. L'autre chose, c'est qu'on est dans un moment politique qui est absolument angoissant, difficile, évidemment pour ceux et celles qui sont concernés par les discriminations, les dominations, etc. Et je crois que nous, militants et militantes, on a besoin de prendre soin de nous. Et on a besoin encore une fois, de repolitiser les émotions et pas sur quelque chose de l'ordre de... c'est pas une posture individuelle, quoi. C'est vraiment un choix politique qu'on doit faire ensemble. La question de la confiance, pour moi, elle est aussi centrale dans le moment politique qu'on est en train de traverser. Moi, je viens d'une histoire politique altermondialiste. J'évolue dans une maison à Paris, une maison militante à Paris qui s'appelle le Centre international de culture populaire, qui a été créé en 1976, qui a accueilli des exilés politiques. Et la question interpersonnelle, la question affective et la question politique étaient intimement liées. Et donc moi, je viens de là. Je crois que je ne sais pas faire autrement que dans les amitiés politiques. Et je crois aussi qu'on ne peut s'engueuler bien qu'avec nos amis. Et on peut construire du fécond à partir du sens qu'avec des gens pour qui on a des liens profonds. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ça que j'essayais de dire, mais j'avais pas trop le temps de le dire pendant la plénière d'ouverture. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est pourquoi ces questions-là, elles sont essentielles. Et un dernier point, t'as parlé de la joie militante. La joie militante, c'est pas mettre des paillettes dans la rue, quoi. La joie militante, c'est ce qui nous met en mouvement tout le temps. C'est ce qui nous permet quand on parle de joie militante, on ne parle pas d'affect positif, on parle d'affect qui nous mettent en mouvement. La colère nous met en mouvement, la tristesse nous met en mouvement, la mélancolie nous met en mouvement. Et je crois qu'il faut vraiment continuer à regarder ça de très près. D'une part parce qu'on va en avoir besoin, on va avoir besoin de faire des câlins et prendre soin de nous, et d'autre part parce que si on veut construire, on disait avec Marcha il y a 2 minutes qu'on ne va pas répondre dans l'urgence, on va répondre dans le long terme, et donc il va falloir être costaud, et donc il va falloir renforcer ces liens de confiance et travailler sur nos émotions.
D'où l'intérêt aussi de tous les temps informels, de tous les soirées, les temps festifs aussi qui vont avoir lieu pendant ces 4 jours. Pour revenir quand même à ce qui se passe sur les bancs là, d'un amphi tout à l'heure, donc cette plénière d'ouverture avec des témoignages d'une militante ukrainienne, kanak, palestinienne et macha américaine. Quelle énergie, qu'est-ce que toi tu as perçu dans cette plénière d'ouverture et comment tu en ressors déjà, Céline Mérès? J'en ressors toujours pleine de... Bon, j'en ressors fatiguée déjà, mais j'en ressors surtout pleine d'attention aux gens en fait. C'est-à-dire que moi j'ai envie de... Moi et j'espère que ceux et celles qui auront participé à cette plénière auront envie de continuer les discussions, auront envie de tisser ces liens, auront envie d'envisager des choses ensemble, vont réussir à se projeter sur des choses à faire ensemble, mais des choses à vivre ensemble aussi. Donc j'en ressors très satisfaite. J'ai trouvé que tous les témoignages étaient très forts. J'ai trouvé que tous les témoignages étaient aussi et à la fois complémentaires et à la fois donnaient bien une vision globale du monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde en rupture, avec beaucoup de violence, etc., mais aussi avec beaucoup d'espoir. Et puis, j'ai trouvé que et j'adore Martial, qui est un ami, mais je trouve que quand même, j'aime bien les plénières de Nana. Merci Céline Mérès, je rappelle que tu es présidente du CRID, tu peux rester si tu veux, on va maintenant parler de ce qui se passe aux États-Unis avec Marsha et pour ça je laisse la parole à Elliot Clark. Salut Elliot, du média Mob. Mob Démocratie, merci de me laisser mener une petite interview. Dans cette radio commune, moi qui suis plutôt habitué de la vidéo, donc Marsha Niemeyer, merci beaucoup d'être là. Tu étais intervenante dans cette plénière et moi j'ai trouvé ça assez saisissant, la manière dont justement tu insistais aussi sur ce côté besoin de faire réseau, et particulièrement aux États-Unis où quand même vous vivez un contexte politique avec la réélection de Trump, enfin le retour de Trump. Est-ce que déjà tu peux essayer de nous détailler comment il essaie de détricoter justement les acquis sociaux aux États-Unis et à quel point ça va vite et il faut vite s'organiser, quoi. Ouais. Oui, c'est très effrayant et je dirais juste pour toucher un peu sur ce côté personnel, si c'est une question politique profondément, si on ne se bat pas à la destruction de tous nos normes sociaux, si on ne se bat pas à l'oppression et l'exploitation qu'on voit tellement profondément se jouer aux États-Unis en ce moment, c'est comme ça que la classe ouvrière bouge à droite. C'est comme ça qu'on trouve des gens qui soutiennent des solutions individualistes, des solutions qui continuent l'oppression. Donc c'est extrêmement important ce que tu as soulevé. Oui, on vit c'est difficile d'expliquer à quel point tous les jours il y a quelque chose de nouveau qu'on apprend qui n'a pas de sens. C'est tellement hallucinant la profondeur avec laquelle il attaque à tous les droits sociaux qui sont déjà inférieurs à ce qu'on a en Europe, mais qui disparaissent vite. Ma belle-mère a 97 ans. Elle ne peut pas... elle n'est pas sûre qu'on va pouvoir continuer à recevoir des repas gratuits dans sa livrés à sa maison tous les jours parce qu'on a coupé le financement de Medicare. Elle peut pas, elle vit toujours toute seule parce qu'elle ne peut pas payer une maison de santé privée et les maisons de santé publiques sont tellement sous-financées que c'est dangereux d'y être. C'est pas bon pour la santé d'y aller. Il y a trop de risques. Donc, on avait déjà perdu tellement d'acquis sociaux et Trump est en train d'escaler ça à une vitesse vraiment hallucinante. Comme je disais dans la plénière, le transfert de richesse qu'on vient juste de voir avec des coupures des niveaux d'impôts pour les riches et ils payent ça sur le dos des gens qui habitent aux États-Unis, sur nos loyers, sur le financement pour les soins de santé.
les bibliothèques, tout est sous un régime d'austérité extrême. Et tu disais aussi énormément de licenciements, Oui. voire licenciements illégaux, licenciements de postes et d'emplois fédéraux. Tu en parlais tout à l'heure, 300 000 il me semble, si je dis pas de bêtises. Comment les syndicats mènent la lutte aux États-Unis, parce que c'est un peu ta spécialité, votre domaine de spécialité, et comment c'est difficile, quoi, je veux dire. Mais écoute, il attaque le mouvement syndical qui était déjà pas mal faible. Il faut savoir que dans les années 50-60, on a eu cette attaque de McCarthy aux États-Unis qui a viré la gauche du mouvement syndical et qui a attaqué la gauche en totalité. À cause de ça, le mouvement syndical est devenu, depuis 50 ans, là, énormément bureaucratisé, très géré de haut en bas. Ils font plein de compromis avec le patronat déjà. Et donc, on était déjà dans une situation faible. La raison qu'il attaque le mouvement syndical quand même, c'est qu'il ne veut aucun vestige d'un groupe de travailleurs organisés aux États-Unis. Et donc, les derniers vestiges qui restent, il est en train de les démanteler. Le secteur fédéral est fortement syndiqué par rapport au secteur privé. Et c'est fortement syndiqué avec des personnes de couleur. Ça a toujours été un endroit où les gens de couleur pouvaient aller travailler et avoir des bons bénéfices, d'être syndiqués, d'avoir des bons salaires. Juste quand on parle de système fédéral, c'est l'équivalent du public chez nous, quoi. Oui, les fonctionnaires publics, mais qui travaillent pour le gouvernement fédéral. Parce qu'il a contrôle sur ça, il ne peut pas contrôler les secteurs publics dans les États. Donc, plein de licenciements, 300 000 sûrement on pense, à la fin de cette année, et démantèlent les accords collectifs, ils n'existent plus. C'est comme c'était écrit sur du papier, et puis ils brûlent le papier. Oui, parce que tu disais aussi, tu dis fréquemment, que du coup, le nombre de syndiqués aux États-Unis est de plus en plus bas. Et en fait, c'est un phénomène aussi qui est croisé avec la France. C'est quelque chose d'assez intéressant, où on a des choses à apprendre les uns des autres, je pense. Comment vous luttez chez les Burnout? Je pense à un peu de positif pour finir cette journée, ça peut être cool. L'histoire de voir comment vous luttez, ça passe beaucoup par l'éducation populaire, les formations, j'ai l'impression, et c'est un sujet qui est au cœur de l'UEMSS cette année, je crois. Mais écoute, et c'est quoi les Burnout? Oui, donc les Burnout, c'est un projet médiatique et d'organisation qui a été fondé en 1979 par des socialistes qui voyaient que le mouvement syndical était bureaucratique, corporatiste, traditionnel. Ils voulaient réunir et créer un réseau de militants de base de l'aile gauche du mouvement syndical pour pousser un différent type de syndicalisme, un syndicalisme qu'on appelle un syndicalisme de lutte de classe. Et donc, il fallait qu'on commence. Moi, je faisais pas partie de cette formation du début de ce réseau, mais j'ai commencé à travailler à Labor Notes et maintenant je suis sur la direction depuis 2001. C'était pour mettre les militants de base des différents syndicats en contact les uns avec les autres pour qu'ils puissent s'apprendre collectivement comment construire des syndicats plus forts, avec toujours, comme on dit, un regard sur le patron, sur la lutte avec le patron. Mais parfois, si le syndicat fait en sorte que cette lutte est plus difficile parce que le syndicat ne veut pas participer ou le syndicat va travailler contre les militants de base, il faut transformer nos syndicats à l'intérieur. Donc ce réseau existe depuis très longtemps et depuis... on a des conférences tous les 2 ans et la dernière conférence, si on n'avait pas fermé les inscriptions, on aurait eu 7000 participants des États-Unis, des militants de base réunis à Chicago. Malheureusement, l'hôtel, on pouvait y en avoir que 4000, ce qui est incroyable. Quand j'ai commencé à Labor Notes en 2001, on avait peut-être 900 personnes qui venaient à nos conférences. Donc, il y a une soif pour des organisations de lutte. Et j'ai beaucoup de confiance dans la génération plus jeune qui n'a pas le choix que de lutter parce que sinon
on n'a plus rien qui reste, inclus la planète, mais qui, j'ai l'impression, sont plus clairs sur les défis. On ne peut pas compter sur le Parti démocrate, on ne peut pas compter sur des leaderships des syndicats qui ne font rien et qui acceptent des accords avec les patrons inférieurs. Et donc, il faut qu'on compte sur soi. Et donc, on essaie de rebattre cette nouvelle génération de jeunes dans le mouvement syndical qui est beaucoup plus radical et qui a une perspective de lutte de classe et non une perspective de coopérer avec l'État et avec le patronat. Super, c'est le bon mot de la fin. Merci beaucoup, Marsha Niemeyer, d'être venue nous parler de tout ça. Donc, je rappelle ton réseau Labour Notes. Et toi, tu restes là pendant les 3 jours. Tu vas participer à des ateliers, tables rondes. Avec plaisir, Tu peux nous en dire un mot, peut-être, de quels vont être les sujets sur lesquels tu vas discuter, réfléchir? J'ai pas encore eu le temps de regarder le programme qui a l'air énorme. Donc, j'ai hâte de participer le plus possible. Merci beaucoup, Marsha. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Commune, la radio, les voix de l'Université d'été, des mouvements sociaux et des solidarités. On va sans doute un peu déborder. On était censé finir à 20h, mais on a tellement de choses à dire que voilà, on a déjà pris un petit peu de retard. Tout de suite, on va suivre Gérard Clabet de la Clé des Ondes, qui était ce matin à un petit prélude à l'université d'été. C'était une balade décoloniale organisée par Mémoire et Partage. Tu nous en dis un mot, Gérard? Salut. Ouais, salut. Oui, c'était le début, c'était le prélude de cette université. C'était ce matin en ville. Alors là, ici, on était à Talence, là, on était en centre-ville, bord de Garonne, exactement, parce que Carfa Diallo et Mémoire et Partage, on connaît ici à Bordeaux, Mémoire et Partage, c'est absolument incontournable sur le sujet de la traite, sur le sujet de la colonisation. Incontournable parce qu'il y a une légitimité depuis très longtemps et puis une vraie référence. Eh bien, il proposait de fêter ensemble cette journée du 23 août, qui est déclarée par l'ONU comme une journée de mémoire. Mémoire à 2 titres. D'abord, c'est l'anniversaire, le 22-23 août 1791, de la révolte à Haïti. On rappelle quand même qu'Haïti, c'est le premier État de cette planète qui inscrit l'abolition de l'esclavage dans la Constitution et dans l'État. Et puis, c'est devenu aussi la journée, alors il ne faut pas que je lis précisément, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Voilà, donc c'était une cérémonie assez classique. Et puis derrière, Carfa Diallo a amené toute la troupe. On était quand même assez nombreux, hein. On était bien, je dirais, une 60aine de personnes. Et il a amené tout le monde dans le quartier des Chartrons, bien connu ici, un quartier de commerçants, avec beaucoup de commerçants qui se sont enrichis au moment de la traite. On écoute. Satamba m'a monté mais tout partout passé m'gagne l'honneur j'ai moi Satamba m'en les monté mais tout partout passé m'gagne l'honneur j'ai moi depuis. Je vais à présent inviter M. Bernard Blanc, qui est adjoint au maire de Bordeaux, qui est maire du quartier, à venir me rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être parmi nous ce jour, ce jour de mémoire, toujours très important. Et au nom du maire de Bordeaux, Pierre Urmy, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce matin, et de l'ensemble du conseil municipal, je dois rappeler qu'effectivement, toutes les pages de l'histoire de notre ville de Bordeaux doivent être rappelées, les pages les plus glorieuses, bien évidemment, mais aussi les pages un peu plus sombres de notre ville, qui fait aussi leur identité, qui fait son identité. Et je crois que par ces commémorations, ça nous permet de rappeler ce que nous sommes ensemble, ce qui a été construit dans cette ville avec toutes ces composantes, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont participé à la construction de leur ville, quelle que soit finalement leur identité, quelle que soit leur origine, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'outre-Atlantique, qui viennent d'Europe, qui viennent de France. Nous savons tous
construit cette ville de Bordeaux avec nos qualités. Et je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur Diallo, mon cher ami, pour ces initiatives, pour cette mémoire que vous portez au quotidien avec toute votre force dans cette ville de Bordeaux pour faire perdurer, pour faire vivre cette histoire de notre ville. Vous remercier 1000 fois pour votre action et vous dire encore une fois, continuons à célébrer, à enseigner, à éduquer nos enfants sur ce qu'est notre histoire, y compris ces pages sombres et parfois difficiles. N'hésitons pas à le rappeler. Merci beaucoup, cher ami, de tout ce que vous faites. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais auparavant saluer la présence d'un certain nombre de personnalités qui nous ont rejoints ici et dont l'engagement sur ces questions est connu. Et je veux saluer cette université d'été des mouvements sociaux et de solidarité qui a lié à Bordeaux et qui montre véritablement que cette question est encore plus présente que jamais. Chers amis, il est des nuits qui ne s'effacent pas. Il est des mémoires que le temps ne peut ensevelir. Le 23 août est de celle-là. Une nuit d'insurrection, une nuit d'espérance, une nuit où, dans les plantations de Saint-Domingue, des femmes et des hommes réduits en esclavage ont relevé la tête et dit non. Aujourd'hui, chers amis, l'UNESCO nous invite à entrer dans cette mémoire, à nous souvenir de la traite négrière, de ses blessures, de ses résistances, mais aussi à entendre son écho dans toutes nos vies présentes et à venir. Saviez-vous, chers amis, qu'Haïti, première république noire, née de la révolte des esclaves en 1804, a dû payer 2 fois le prix de sa liberté. Une première fois dans le sang, dans les chaînes brisées, dans les combats héroïques qui ont commencé le 23 août 1791, qui se sont parachevés le 1er janvier 1804 avec la naissance de la République d'Haïti. Mais aussi une deuxième fois, Haïti devra payer une dette. En 1825, lorsque Louis XV enverra une flotte à Haïti, menacer Haïti d'invasion si elle ne payait pas 150 millions or aux esclavagistes. Ce qu'Haïti fera bien évidemment en contractant une dette à la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'aujourd'hui l'économiste Thomas Piketty estime à 35 milliards d'euros qu'il faudrait que la France rende à Haïti. Pendant plus de 4 siècles, l'Afrique, incontournable dans l'histoire de la mondialisation, fut saignée de ses enfants. Des millions d'êtres humains arrachés à leur village, jetés dans l'abîme des cales, traversant l'océan dans des conditions indicibles. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux étaient partis d'ici. Là, sur ces navires négriers, la douleur se mêlait au sel. Les pleurs se noyaient dans le vacarme des vagues. Et la dignité humaine était marchandise. Mais même dans la nuit la plus sombre, les voix ne se sont pas tues. Elles ont chanté, elles ont prié, elles ont inventé des langages, des tambours, des résistances invisibles. Et un jour, elles se sont levées. Cette levée eut au nom Haïti. De l'insurrection du 22 au 23 août 1791, jaillit la première république noire indépendante. Qui d'autre que Bordeaux a été aux avant-postes de cette activité criminelle qui, du 15e au 19e siècle, a saigné l'Afrique. Oui, Bordeaux fut un des grands ports négriers français. Si Bordeaux était effectivement le deuxième port négrier en commerce triangulaire, Bordeaux fut le premier port colonial, donc le port qui s'est le plus enrichi de l'esclavage et de la traite des Noirs. Et le passé nous oblige, oui, elle nous oblige au présent, car les chaînes n'ont pas totalement disparu. Elles se sont transformées. Elles se cachent parfois dans des ateliers clandestins, dans les camps d'exploitation, dans la traite humaine qui hante encore dans nos continents. Aujourd'hui, chers amis, nous ne sommes pas seulement des gardiens du passé, nous sommes des passeurs d'avenir. C'est un jour pour se souvenir, oui, mais surtout un jour pour agir. Alors que cette commémoration devienne une promesse. Promesse de bâtir un monde où la diversité n'est pas une menace, telle que nombreux encore aujourd'hui dans notre pays veulent la présenter. La diversité est une richesse. La promesse aussi de faire de la mémoire non pas un fardeau, mais une force pour Bordeaux, une force pour la France, une force pour l'humanité. Aujourd'hui encore, nous avons à nous battre pour qu'il existe ici, à Bordeaux, un lieu digne en hommage aux ancêtres noirs qui ont été
arrachés à l'Afrique et qui ont été arrachés à l'humanité. Il faut aussi que ce soit une promesse que les chaînes, visibles ou invisibles, et partout, à droite, à gauche, chez les Noirs comme chez les Blancs, eh bien que ces chaînes visibles ou invisibles soient brisées, ici et partout. Que de la nuit des plantations de ce 23 août surgisse pour nous tous une aurore, l'aurore de la dignité, l'aurore de la liberté, l'aurore de l'égalité, enfin vécue. Je vous remercie. Cette cérémonie commémorative est à présent terminée. Grand merci à vous toutes et tous pour votre présence. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre journée, qui est la balade décoloniale que nous vous proposons dans le quartier des Chartrons. Nous allons ensemble rentrer dans ce qui fut le grenier commerçant de Bordeaux du 19e siècle pour vous montrer des traces, pour vous montrer des lieux que vous traversez sûrement sans savoir le lien que ça a avec l'histoire du monde. Mais tout pas tout me passe, m'gagne non j'ai moins. Voilà pour cette commémoration et cette balade organisée ce matin par Mémoire et Partage. Merci Gérard pour ce reportage. On va clôturer cette première émission de Radio Commune. Donc on a un petit peu débordé. Il est 20h04. C'était à 20h l'émission Radio Use depuis l'Uzest musical en Sud-Gironde qui devrait être diffusée et donc qu'on va diffuser dans quelques instants. Mais on finit quand même cette émission avec toi Gilles. Salut. Gilles, tu es membre du CAC, le collectif des associations citoyennes. Tu fais partie de notre équipe de Radio Commune et toi, tu es allé t'intéresser à la GEM, qui est la monnaie locale avec laquelle on paye durant ces 4 jours. Oui, bien, tout à fait. C'est mon coup de cœur du jour, je dirais. Savez-vous qu'à l'UMSS, on ne paie pas en euros, il faut débourser des GEM, effectivement. La GEM est une monnaie locale complémentaire et citoyenne. Et là, tous les mots ont leur importance. J'ai pu rencontrer Yannick et lui demander quelques explications. D'abord, c'est une monnaie, donc on peut payer ses courses avec. Et puis, d'ailleurs, depuis la loi ESS de 2014, les monnaies locales complémentaires et citoyennes sont reconnues officiellement comme un moyen de paiement. Cette monnaie est donc locale. Sur l'agglomération de Bordeaux, 274 commerces et associations acceptent actuellement la GEM. Et cette monnaie est bien complémentaire de l'euro avec lequel elle est échangée à parité. Un GEM égale 1 euro. Alors, quel intérêt ? Yannick nous explique qu'il y a 3 objectifs visés par les monnaies locales, regroupées nationalement au sein du mouvement SOL. D'abord, acheter localement. C'est là un principe vertueux, une motivation importante pour les collectivités locales qui voient ainsi l'argent versé à des personnes réinvesti dans l'économie locale. Chaque responsable politique peut en comprendre l'intérêt pour son territoire. Ensuite, pour les transitions sociales et environnementales, il s'agit d'agir en favorisant des pratiques de consommation responsables. Il s'agit effectivement de modifier les pratiques d'achat en rendant accessible, par exemple, une alimentation de qualité vendue dans les Biocoop ou autres magasins favorisant le commerce éthique. Et enfin, 3e enjeu, la citoyenneté. Notre 4e mot des MLCC, monnaie locale complémentaire et citoyenne. S'investir dans son territoire, être un consommateur responsable, être partenaire d'autres projets citoyens, comme ici la Caisse locale de la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Vous pouvez changer une partie de vos euros en GEM et donc vous engager à des achats locaux. Avec votre accord, une partie de votre salaire ou rémunération peut vous être versée en GEM, mais également dans le cadre, par exemple, de la Caisse locale de la sécurité sociale de l'alimentation, les bénéficiaires peuvent percevoir un revenu d'achat alimentaire en GEM. Intéressant d'ailleurs, une étude portant sur 9 mois et portant sur 125 000 euros distribués indique que 98% de la consommation a été effectuée dans des magasins type Biocoop ou des magasins éthiques. Le pari semble gagner. La seule condition d'usage de la GEM est d'être adhérent et donc investi personnellement dans l'économie réelle et locale, comme par exemple pour la SSA. C'est un collectif citoyen qui gère la GEM. Donc un dernier mot de Yannick. Pour en savoir davantage, allez voir sur lagem.org ou même sur le site national du mouvement SOL, SOL. La GEM, G-E-2-M-E. Tout à fait. Merci beaucoup Gilles pour ce petit point. On termine donc cette première de Radio Commune. Merci beaucoup à Octave à la technique. Merci à Patrick, Étienne, Gérard, Julie, Didier, Diego, Hernan, Elliot, Camille et Gilles dans cette déjà nombre.